Uh. Yeah. Uh. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Et dans le numéro du jour, on a le plaisir de recevoir Théo Péan. Si vous suivez un peu le duathlon, vous avez déjà peut-être vu passer son nom. Théo, il a couru en division 1 de duathlon en 2015-2016 avant de faire une pause de presque 10 ans et de revenir récemment à 31 ans avec un niveau qui frôle celui de ses meilleures années. Théo, c'est un mec qui a tout construit autour du vélo, sa vie pro, avec 2 sites de vente en ligne de matériel de vélo, et sa vie sportive. Aujourd'hui, il partage son temps entre l'entrepreneuriat et un retour ambitieux au plus haut niveau en duathlon. Mais en 10 ans, les choses ont changé, le niveau a explosé, les entraînements, les outils, les athlètes, et Théo nous raconte ce qu'il a observé, ce qu'il a dû adapter et ce qui le motive à progresser encore. Et si vous hésitez encore à écouter l'épisode, je vous donne 3 bonnes raisons de rester avec nous. D'abord, comprendre comment est-ce qu'on peut s'entraîner sérieusement avec une boîte à faire tourner à côté. Ensuite, découvrir les coulisses d'un retour au très haut niveau après une longue pause. Et surtout, prendre une petite claque d'humilité sur ce qui est vraiment le niveau en D1 en duathlon aujourd'hui avec quelqu'un qui y revient après une pause de 10 ans. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode avec Théo et Hermano. Et juste avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle qu'on vous envoie désormais tous les mercredis matins à 9h la newsletter du podcast Devenir triathlète X Open Tri. À l'intérieur, vous allez y retrouver un résumé de l'épisode sorti la veille, la question secrète qu'on a posée à notre invité et à laquelle il a répondu hors micro, nos meilleures ressources, nos meilleurs conseils et nos offres privilégiées pour nos lecteurs. C'est bien sûr gratuit et pour s'inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site devenirtriathlète.com et d'entrer votre adresse mail. On se retrouve mercredi prochain à 9h00 dans vos boîtes mail. Et d'ici là, bonne écoute. Salut sportif, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast Devenir triathlète X Open Tri. Pour m'accompagner, Charlie est là. Salut Charlie. Salut Hermano, comment tu vas? Ça pourrait aller mieux, tu vois, on doit l'entendre. Ceux qui ont l'habitude de nous écouter, j'ai une voix un petit peu nasillarde depuis quelques semaines et ça s'améliore pas, mais bon, c'est pas grave. C'est comme dans le sport, il faut attendre que ça passe et puis ça ira mieux demain. Ouais, le beau temps va revenir, ça va aller mieux. C'est ça, c'est ça. Toulouse, c'est pas encore trop la fête. Et toi, en Bretagne, ça va? Ça va, il fait beau, le ciel est bleu, un peu comme chez notre invité, là, ça va. Bon, écoute, justement, tu parlais de notre invité. Je suis très content de tendre le micro à Théo Péan. Salut Théo. Salut les gars. Comment tu vas? Bah écoute, pas mal. Les jambes un petit peu dures. J'étais en compète dimanche. Du côté de Will Gotham, qui était la deuxième manche du championnat de France de Division 1 de duathlon. Bon, écoute, on va en parler, on va revenir avec toi là-dessus sur ton profil. Mais justement, la première question qu'on pose à nos invités, c'est qu'on les laisse se présenter. Donc, je te laisse peut-être nous en dire plus sur toi. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et puis, que ce soit au niveau professionnel et sportif, parce que il me semble que tu es un amoureux du vélo et que tu en as même fait une boîte. Ouais, c'est ça. Alors, de base, mon parcours sportif, je viens du vélo. J'ai commencé le vélo, tu vois, dans les années... juste avant minime, je crois, c'est pupille, je crois. Voilà, donc assez jeune, ça doit être 12-13 ans. Et j'en ai fait jusqu'à mes années juniors. Donc j'ai dû faire du vélo de mes 12 ans à mes 18 ans en compétition, donc plutôt cyclisme sur route, avant de basculer plus triathlon, duathlon. Et si tu fais référence à ma boîte, effectivement, aujourd'hui, je suis cofondateur de 2 sites, vélotaffer.fr et bikepacker.fr, où on vend des accessoires à la fois vélo urbain et vélo plutôt itinérance, bikepacking, vélo voyage. Bon, écoute, est-ce que ça t'aide de pouvoir, parce que j'imagine que si tu vends tout ce matériel-là, que ce soit pour du vélo taf ou pour du bikepacking, donc ce qu'on appelle plutôt du cyclisme d'aventure, de découverte plus ou moins long, est-ce que ça t'aide aussi dans ta pratique sportive de tester le matos, de voir passer le matos, de te tenir au courant, de faire de la veille là-dessus? Ouais, il y a pas mal de veille. Après, toute la partie vélo urbain, on est quand même assez loin de l'univers cyclisme de compétition. Donc, j'ai une très bonne connaissance de cet univers produit, mais ça ne me sert pas plus que ça pour ma pratique de sport. Après, sur la partie bikepacking, encore une fois, c'est assez, on reste quand même assez loin de l'univers compétitif, quoi. Et tu t'es construit une vie sportive et une vie professionnelle autour du cyclisme, autour du triathlon, du duathlon. Ça fait longtemps que tu baignes H24 dans cet univers-là.
qu'est-ce que tu as fait avant dans ta vie? Tu viens d'où, Théo? Bah, ouais, j'ai toujours baigné dans l'univers du sport. J'ai fait un parcours jusqu'en master en études j'étais en master en management du sport à Poitiers. Un master que j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, suite à ce master-là, j'avais bossé pour Lactalis, qui avait une marque de nutrition sportive qui existe toujours, qui s'appelle Apurna. Et suite à mon passage chez Apurna, j'ai travaillé dans un magasin de running triathlon à Angers, donc Running Conseil à Angers. Donc j'ai toujours professionnellement baigné dans le sport, la vente, le conseil d'équipement sportif, et c'est aussi ça qui a drivé aussi la création de mes deux sites, quoi. À quel moment tu switches de ton emploi de salarié à la création d'une boîte? Est-ce qu'il y avait déjà des petits essais avant? Est-ce que c'est un besoin que tu as ressenti? Est-ce que tu es toi-même vélo-taffeur ou bikepacker pour t'amener à te lancer dans des projets comme ça? Ouais, alors moi je viens d'une famille d'entrepreneurs de base. Mon papa, lui, à la retraite cette année, mais il avait monté sa boîte en 1999. Donc une longue carrière d'entrepreneur, cuisiniste, donc artisan cuisiniste. Il fabrique, il vend ses salles de bain. Mon frère l'a rejoint dans la boîte familiale, a repris la boîte familiale. Donc entreprendre et être à son compte, des choses qui peuvent faire un petit peu peur. Moi, je suis familialement, c'est bien accepté et même valorisé. Ce qui n'est pas le cas partout, hein. En général, quand tu es salarié et que tu annonces que tu veux lancer ta boîte, tes proches cherchent plutôt à te freiner parce que c'est un peu précaire, hein, comme situation, l'entrepreneuriat, quand on se lance. Donc voilà, et effectivement, j'ai une première expérience entrepreneuriale. Avec des copains, on avait lancé une application mobile de covoiturage pour sportifs, pour se rendre sur les courses de vélo et triathlon, où le concept de l'appli, c'était de réserver une place pour son vélo et soi-même. Finalement, on n'a pas réussi à faire décoller cette appli, et surtout, on l'a lancée la V2 de l'appli est sortie en plein Covid. Donc, faire du covoiturage pour se rendre sur des événements sportifs quand il n'y a plus d'événements sportifs, ça marche pas. Et en fait, vélo-taffeur, j'étais moi-même vélo-taffeur pour me rendre dans le magasin dans lequel je travaillais, qui est à 10 km de chez moi. Et j'avais toujours cette idée de lancer un site autour de cette thématique-là. Et en fait, premier confinement, je me suis retrouvé au chômage technique, et donc pendant un mois, rien à faire. À l'époque, j'étais blessé en plus. Et donc, j'ai passé un mois à monter notre premier site, vélotaffer.fr, et on l'a lancé en 2020. Voilà. Et pour répondre à ta question sur la partie salariée, j'ai été salarié 2 ans en parallèle du site. Et maintenant, je suis à temps plein sur l'activité depuis 3 ans maintenant. Bon, Ok. Et tu as une équipe avec toi, Théo, ou tu es plutôt tout seul? À date, on est 3 associés. Donc, moi et mon frère, Ségolène, qui est mon associé sur la partie web, et du coup, on a un alternant. Donc, c'est une petite équipe de 4 personnes. Ok. Est-ce que comment dire, le fait d'être à ton compte, d'être entrepreneur, te permet aussi de trouver plus facilement des créneaux d'entraînement? Et là, on va basculer sur ta pratique sportive. Complètement. Alors, d'un côté, je travaille beaucoup plus que si j'étais salarié, clairement. D'un autre côté, tu vois, hier, j'ai fait 9h-17h. Ensuite, j'ai été nager, j'ai été courir, et puis j'ai repris à bosser 21h minuit. Donc, ça fait une grosse journée, mais si tu expliques à ton patron que tu pars à 16h30, 17h pour aller t'entraîner, ça le fait peut-être pas trop, alors que là, j'ai pas de contraintes, et si je veux me remettre à bosser le soir après l'entraînement, je peux. C'est clair. Vas-y, Charlie. Et par rapport à ça, on sait que monter une boîte, deux a fortiori, ça nécessite un goût de l'aventure, du projet, voire même on peut faire assez facilement le parallèle avec la compétition en sport. C'est un truc qui t'a toujours animé d'aller chercher de la performance. C'est un truc qui fait partie de toi, d'aller améliorer les choses, d'aller monter des projets, de prendre en main un peu ce que tu fais de ton quotidien. Alors, l'entrepreneuriat, je le vois
je suis pas hyper compète dans l'entrepreneuriat. Tu vois, je suis pas là à me dire tiens, faut que j'aille défoncer mes concurrents, faut qu'on fasse X millions, etc. L'entrepreneuriat, c'est plus la liberté d'entreprendre, être maître de son emploi du temps, de ses décisions. Même si en soi, je n'ai pas été choqué par le salariat et j'ai pas de soucis hiérarchiques, si tu veux. Mais c'est plutôt ouais, être libre de ses décisions et de son emploi du temps, moi, qui m'intéressait dans l'entrepreneuriat. Ok. Si on revenait justement sur ta pratique sportive, donc tu as dit que à la base, tu viens du vélo, tu as découvert après le triathlon, le duathlon. Comment s'est fait cette transition? Est-ce que c'est une rencontre, enfin, d'où ça vient? Donc moi, au lycée, j'étais en sport-études cyclisme à Flers, en Normandie, notamment avec Guillaume Martin, qui était un de mes sparring d'entraînement, ou plutôt j'étais le marteau, le clou et lui le marteau. Non, en fait, j'avais perdu du plaisir dans la pratique du vélo, et notamment par le manque de niveau versus mon investissement. Euh, J'arrivais pas à avoir les résultats que je souhaitais malgré un gros investissement à l'entraînement. Et en fait, quand je fais du sport, je le vois toujours par le prisme compétitif. Et si je suis pas bon dans ce que je fais, j'ai du mal à prendre du plaisir. Par exemple, quand je vais skier, je suis hyper nul en ski et du coup, j'aime pas ça. Enfin, j'aime ça, mais très vite, je me lasse parce qu'en fait, je suis hyper nul. Donc, en fait, mon intérêt, c'est d'être bon dans le sport que je fais. Et j'avais toujours remarqué au lycée, tu sais, je faisais les crosses UNSS l'hiver. Et en fait, sans entraînement, bah, j'étais champion départemental, je jouais les top places en région, face à des athlètes qui, eux, s'entraînaient. Et du coup, je m'étais dit, tiens, t'es quand même pas dégueu en course à pied. Bah, en vélo, a priori, c'est ton point fort. Et du coup, je m'étais dit, bah, pourquoi pas arrêter le vélo pour basculer sur le triathlon. Je m'étais donc à la sortie de mon lycée, mes études supérieures, je me suis mis un peu à bloc dans la natte en mode je vais devenir un super triathlète et tout. Puis en fait, je suis jamais devenu très bon nageur. C'était quel genre de nageur quand t'as démarré? T'avais déjà des bases ou tu partais vraiment de zéro? Non, non, je partais de zéro. Donc à 18 ans, j'étais au club de Laval Triathlon. Ils me mettaient dans la ligne avec ceux qui nageaient 50 mètres en crawl et qui étaient essoufflés au bout, quoi. Donc, vraiment 0, 0, 0. Mais je pensais que ça allait venir en s'entraînant, en faisant beaucoup. Et en fait, c'est un sport qui s'acquiert vraiment très jeune, qui nécessite vraiment de la technique. Alors même si aujourd'hui, après plus de 10 ans de natation, je suis pas pourri non plus, mais j'ai pas le niveau pour aller faire de la D1, de la D2 ou de la D3 en triathlon. Après, sur des courses régionales, avec sans drafting, je m'en sors, mais je peux pas viser au-delà parce que j'ai trop de lacunes en natation. Et c'est aussi pour ça que je me suis plus spécialisé en duathlon, parce que je cours bien et que je suis bon cycliste. Ouais, alors pour repréciser, quand Théo dit il court bien, il est bon cycliste, tu nous l'as dit un peu en intro, mais tu participes à des courses de division 1 de duathlon. Pour donner un peu de contexte aux gens qui ne connaîtraient pas ce milieu-là, on parle quand même de top athlètes, des gens qui brillent souvent sur le plan international. On a même la chance d'avoir des Français qui sont sur le championnat de D1, qui ont fait les minima olympiques sur marathon. Je pense notamment à Benjamin Choquer. Donc, on parle vraiment de gens qui ont un niveau extrêmement élevé. Et pour pouvoir concourir comme le fait Théo en D1, ouais, il faut être, Théo le dit humblement, un bon cycliste, un bon coureur. Il faut être un excellent cycliste, un excellent coureur, parce que le niveau est extrêmement élevé. Peut-être ça fait longtemps, toi Théo, que tu as atteint ce niveau-là, que tu peux courir en D1 et y prendre, participer, avoir un vrai rôle sur la course. En fait, moi, j'ai eu une très longue pause. J'ai fait de la D1 en 2015 et 2016. En 2015, j'étais à Angers Triathlon et j'étais champion de France U23. Euh, j'ai fait des top 10, des top 5 et j'ai même fait deuxième d'une D1 en 2016 derrière Benoît Nicolas qui était champion du monde de duathlon à l'époque. Et suite à cette saison 2016,
où en gros, bon, j'étais, on va dire, dans les meilleurs espoirs français. Et moi, l'idée, c'était vraiment de continuer et de passer au niveau, pourquoi pas viser l'équipe de France chez les seniors, etc. Je me suis blessé. Et là, il y a eu plus qu'une traversée du désert parce qu'en fait, je n'ai pas recouru en D1 entre 2016 et 2025, donc pendant 9 ans. Et donc, j'ai repris la D1 cette année avec le club de Noyon Triathlon. J'ai fait la première manche à Saint-Cyr, c'était fin mars. J'ai pris une 31e place. Ensuite, j'ai fait les championnats de France de duathlon à Mâcon mi-avril. Et j'ai fait 24e. Et là, à Wilgotham, la deuxième manche de D1, j'ai fait 23e. Et c'est difficile parce que il y a 10 ans, en fait, je jouais le top 5, voire le podium. Et là, tu te bats pour rentrer dans le top 20 et tu dis, le niveau a augmenté. Moi, j'estime ne pas être revenu à mon meilleur niveau non plus, mais vraiment, le niveau est, comme tu l'as dit, il est stratosphérique, hein, les Benjamin Choquer. Pour vous rendre compte, donc là, une manche de D1, ça se court sur un format 5 de course à pied, 20 à vélo, 2,5 de course à pied. La première à pied, pour faire le premier pack, il faut courir sur une base de 57, de 58 au kilomètre. Ensuite, à vélo, ça roule en fonction du dénivelé. Sur un parcours plat, ça va rouler quasiment à 45 de moyenne. Et les tout meilleurs qui vont gagner la course vont enchaîner un 2,5 en course à pied, base 2,45 de moyenne au kilomètre. Moi, c'est ma VMA, tu vois, 2,45. Donc, ouais, pour le moment, je me sens loin de ces gars-là. D'un autre côté, je progresse sur chaque course et j'ai l'impression de me rapprocher. Donc, c'est encourageant. Qu'est-ce qui te manque pour progresser justement? Déjà, tu dis que tu n'as pas l'impression d'avoir atteint ton meilleur niveau, mais qu'est-ce que tu changes, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu fais au quotidien ou de façon hebdo dans tes entraînements pour pouvoir encore progresser et pour pouvoir gratter quelques places et dépasser, enfin rentrer dans le top 20? Bah, en fait, le début de saison, ce qui est apparu, c'est que je manquais de niveau à vélo, clairement. Après, de mon emploi du temps, c'était pas quelque chose que je priorisais. Donc ces dernières semaines, j'ai axé sur le vélo, j'ai plus axé sur le vélo. Je suis parti notamment dans les Pyrénées. J'ai fait un gros stage, 9 jours, quasiment 600 bornes, 10 000 de D+. Donc ça m'a permis de repasser un petit gap à vélo. Maintenant, ce qui me manque vraiment pour jouer un petit peu plus devant, et je pense que je suis capable de le faire pour aller chercher un top 15, voire je l'espère mieux, c'est du niveau à pied. En fait, à l'issue de la première course à pied, j'arrive à faire le pack 1. Donc le pack 1, c'est entre 15 et 20 athlètes qui vont monter ensemble à l'issue de la première course à pied et former un premier groupe. Derrière, il y a un pack 2 qui va être 10, 15, 20 ou 30 secondes derrière. L'idée, c'est que ce pack 1, être dans ce pack 1, ne pas se faire rejoindre. Sauf que moi, j'arrive à faire un pack 1 en courant une première course à pied en 14,50. Sauf que je suis au taquet du taquet du taquet, quoi. C'est-à-dire que moi, peut-être je vais avoir une perf à sec sur 5 bornes en 14,35, 14,40. Donc, je cours 14,50, j'ai zéro marge. Là où les mecs qui font le pack 1 avec moi, eux, sont relativement faciles, quoi. Et en fait, ça anéantit tout espoir de résultat parce que quand tu passes le premier quart d'heure de ta course dans un état complètement à bloc, et bah derrière, à vélo, j'arrive pas à pousser les watts. Et la deuxième à pied, je me fais détruire par les gars parce que j'ai trop consommé d'énergie sur la première à pied. Donc l'idée, c'est voilà, aller chercher un petit peu plus de niveau à pied pour pouvoir être plus à l'aise sur la première à pied dans le pack 1 et ensuite moins subir la course. Après, pour se rendre compte un petit peu de mon niveau, je dois valoir entre 30,0 et 30,15 sur 10 km. Mais en fait, les mecs qui font le pack 1 valent plutôt entre 29,0 et 29,30, voire 28,20 pour des Benjamin Choquer, Arnaud Dely, etc. Ouais, ce qui est stratosphérique, d'autant que toi, tu n'as pas l'air d'avoir une grosse déperdition entre ton 5 et ton 10, donc tu tiens quand même bien la route. Mais derrière, ouais, c'est sûr que les mecs qui vont aller chercher du podium, bien souvent, ils ont des références en sub 29 sur 10. J'imagine que ouais, ces secondes-là comptent dans ce genre de configuration de course où eux ont un peu plus de marge, effectivement, pour pouvoir faire une belle deuxième cap par rapport à toi qui, comme tu le dis, un peu plus à la limite.
Ouais, bah, en fait, faut voir que quand on court une première course à pied, base de 57, de 58 au kilomètre, eux, c'est même pas leur allure 10 bornes. Tu vois. Alors que moi, c'est quasi mon allure 5 bornes à bloc. Et donc, effectivement, il y a un différentiel d'aisance sur cette première course à pied qui fait que bah, je grille une énorme cartouche. Après, je pourrais faire la stratégie de dire écoute, je cours moins fort la première, tant pis, je suis dans le pack 2, mais moi, en fait, j'ai envie que ça passe. Quoi. Donc, j'ai envie que ça passe et je me dis bah, le jour où on prend le vélo à 20 et que derrière le pack 2 ne revient pas, bah, déjà, tu assures un top 20. Et puis en plus, bah, si tu fais une bonne transition, etc., bah, potentiellement, tu peux aller chercher un top 15. Quoi. Et tu disais, donc toi, tu as eu une pause de presque 10 ans entre tes deux expériences en D1. Tu nous disais, le niveau a été a bien augmenté. Est-ce que tu saurais identifier les deux, trois trucs qui font que ça change autant? Alors, tu nous parlais du niveau à pied qui est stratosphérique. Il y a d'autres trucs que tu identifies qui ont changé à ce point en 10 ans? Ouais, bah, il y a les chaussures carbone, hein, ça a tout changé. Les chaussures carbone, je crois que ça doit être 2020, 2021, la bascule. En fait, ça court beaucoup plus vite, mais les chaussures carbone permettent aussi de t'entraîner beaucoup plus. Euh, Moi, je me souviens, il y a 10 ans, quand je faisais une D1, le lundi, le mardi, j'avais les mollets mais explosés, quoi, genre limite à boiter. Là, on est 2 jours après la course. J'ai zéro douleur de mollet. Alors, j'ai très mal aux cuisses, mais c'est parce que le parcours vélo était particulièrement dur. Mais en fait, tu récupères très bien. Donc, tu récupères très bien. Donc, tu peux plus t'entraîner. Et donc, ça augmente le niveau. Après, je pense que le duathlon est aussi un petit peu plus populaire et il y a beaucoup plus de bons coureurs à pied qui s'y sont mis. Donc, ça a vachement densifié le niveau. Et puis, à vélo, il y a 10 ans, honnêtement, le niveau, je ne le trouvais pas énorme. C'est-à-dire que moi, je ne me considérais pas comme un super cycliste, alors que je faisais partie des bons cyclistes de la D1 et par rapport au niveau que j'avais en vélo, honnêtement, c'était pas un niveau fou, c'était pas normal. Alors qu'aujourd'hui, à vélo, ça a vachement progressé. Ça vient aussi, tu vois, tout ce qui est capteur de puissance, etc. Les entraînements sont beaucoup plus ciblés. Et les mecs s'entraînent aussi beaucoup plus à vélo. Bon, du coup, on commence à avoir un peu la recette. Travailler plus la course à pied, s'entraîner encore plus en vélo. Bon, heureusement qu'on parle de duathlon et pas de triathlon. Tu fais toujours du tri? Tu nages toujours? Je nage très peu. J'essaye de nager 2 fois semaine. Je suis inscrit à, pour le moment, un triathlon cette année, qui est le triathlon de Noître, fin juin. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais triathlon de Noître, c'est un triathlon qui est un petit peu historique. Hein. Je crois qu'ils font leur 30 ou 40e année cette année. Tout en sachant qu'il faut savoir que le triathlon est né en France en 1985. Donc, quand il y a un triathlon en France qui a 40 ans, bah, ça fait partie des triathlons qui sont pionniers. Donc, en général, une grosse start list, un gros prize money. Et voilà, donc c'est une course qui est pas loin de chez moi, ça m'intéresse de la faire. Pareil, je l'ai faite il y a 10 ans, donc on verra comment ça évolue. Et par rapport à ce niveau que tu nous exposais, qu'est-ce que ça représente pour toi une semaine d'entraînement? Comment est-ce que tu l'organises entre les différentes disciplines? Quel investissement ça nécessite pour donner un peu une idée aux gens qui nous écoutent? Alors, moi, j'estime qu'à date, je m'entraîne pas assez. Le souci étant que, étant donné que je gère ma boîte, je travaille à peu près entre 40 et 45 heures par semaine. Avant, je travaillais plus, mais j'ai réduit un petit peu la voilure pour pouvoir plus m'entraîner. Et je m'entraîne, on va dire, 15 heures par semaine. Euh, Là où mes concurrents, enfin, en tout cas, les top athlètes vont plutôt s'entraîner 20 heures, 25 heures, voire certains 30 heures. Euh, et sur les 15 heures d'entraînement, globalement, je vais courir 6 fois, je vais rouler 3 fois, je vais nager 2 fois. Il va y avoir, on va dire, 7-8 heures de vélo sur la semaine, 5 heures de course à pied et 2 heures de natte. Voilà un petit peu la répartition d'entraînement.
Donc ça représente quand même au total 12 entraînements en 7 jours, plus le boulot. Donc ouais, c'est chargé, quoi. Et la partie récup, parce que on n'y pense pas toujours, notamment sur les sportifs de haut niveau, on dit ouais, ça va, c'est tranquille, ils ont que ça à faire. Ouais, bon, alors il y a aussi d'autres choses, hein, notamment la recherche de partenaires, la recherche de sponsors, financer sa carrière, éventuellement avoir un job à côté. Mais il y a aussi toute la partie de l'entraînement invisible, la récupération, le sommeil, l'alimentation. Comment tu gères tout ça? Bah, c'est un peu le truc où évidemment, j'ai pas assez de temps pour récupérer. Évidemment, je suis assez fatigué, mais il faut le monitorer, hein, faut faire attention. Et c'est pour ça que je dis que je m'entraîne pas assez, mais aujourd'hui, je me suis fixé 15 heures et pas plus. C'est-à-dire que au-delà de ces 15 heures-là, par rapport à mon rythme de vie actuel, bah, clairement, je me blesse tout le temps. Et essayer d'aller chercher le 17 heures, le 18 heures, le 20 heures. Et bah en fait ça ne passe pas. Donc aujourd'hui j'ai décidé de m'entraîner que 15 heures, de ne pas faire plus, et justement pour faire plus attention en termes de récup. Euh, je fais beaucoup plus attention à mon sommeil qu'avant. Franchement, je dors 8 heures par nuit et ça change tout. Avant, je dormais plutôt 7 heures, voire un petit peu moins. Et en termes d'alimentation, euh, ce que je fais énormément attention, c'est mon grammage de protéines journalier. Les sportifs, on se concentre beaucoup sur son apport glucidique parce que c'est de l'énergie, hein, le glucide. Sauf qu'en fait, il y a énormément de sportifs qui sont sous-nutris en protéines, et notamment Léo Berger en parlait dans une de ses dernières vidéos. Et lui, il perdait 3-4 kilos dans la saison et il a paru qu'il ne consommait pas assez de protéines. Et depuis que je fais mes 8 heures de sommeil et que j'essaye d'atteindre mes 100 grammes de protéines par jour, honnêtement, j'encaisse beaucoup mieux mon entraînement. Pour ça, tu es suivi par quelqu'un ou c'est toi qui te documente là-dessus, qui prend les sujets et qui va creuser? Non, je suis pas suivi, mais effectivement, moi j'écoute énormément, je consomme énormément de contenu, podcasts, YouTube, etc. Aujourd'hui, on a quand même la chance. Et tu vois, si on compare par rapport à il y a 10 ans, quand je me suis mis au triathlon, j'avais 18 ans, j'avais acheté un livre, Hermano, tu connais peut-être, de Didier Le Hénaff, ça te parle ou pas? Il Ouais. avait fait un livre, je sais plus c'était quoi, qui a été écrit en 1995, donc je trouve que c'est un vieux livre, mais qui était génial. Le gars avait été voir tous les champions des années 90, leur demander toutes leurs méthodes d'entraînement. Il avait compilé ça dans un livre. Et tu vois, c'était quand même hyper archaïque, quoi. Fallait se taper un livre de 300 pages pour savoir ce que les champions faisaient. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde crée du contenu, tu as du contenu hyper facilement accessible pour te former. Donc, c'est plutôt ma façon de me former. Ouais, il a écrit un bouquin, attention, c'est très compliqué, le titre s'appelle Le triathlon. Donc effectivement, il fallait réussir à le trouver celui-là. Ouais, mais en vrai, je vous le conseille. Vraiment, il était génial ce livre. En gros, le concept du livre, c'était genre, bah, tu dis le triathlon, tout simple. La nutrition. Il allait voir les champions, championnes, courte distance, longue distance, comment vous faites. Et tu vois, à l'époque, ça parlait déjà de régime dissocié scandinave, ce genre de choses, tu vois. Et j'avais trouvé ça génial, quoi. C'est un peu la démarche qu'on a eue quand on a écrit le livre Devenir triathlète. Alors nous, on n'a pas été voir des championnes et des champions, on a plutôt été voir des experts dans leur domaine. C'est pour ça qu'on a écrit ce bouquin à 7. Mais effectivement, il y a la partie matérielle, il y a la partie alimentation, il y a la partie sommeil, il y a la partie prévention des blessures avec un ostéo, il y a la partie entraînement avec des plans d'entraînement, et puis gestion du temps aussi, parce que tu le disais, hein, que tu sois entrepreneur ou salarié, bah, ça fait des semaines entre 35 et 50, 60, 70 heures, plus l'entraînement. Là-dedans, tu essaies de caser aux chausse-pieds la récupération. Donc, c'est pas toujours facile. Mais merci d'avoir tendu la perche. L'occasion de reparler du bouquin. Et dans tout ça, comment est-ce que tu dois évoluer d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Enfin, plutôt, on va plutôt compter en termes de saison plutôt qu'en termes d'année. Mais Ouais. quel est ton objectif? Top 20, top 15, top 10, podium? Alors, annoncer podium, ce serait vraiment prétentieux à date. Mais effectivement, si je me projette en termes de saison, moi, je me dis qu'au final, je n'ai fait que 2 saisons de D1 en 2015 et 2016.
Là, j'ai certes 31 ans, mais je me vois un petit peu comme un cadet qui revient. Et honnêtement, je pense que c'est pas dégueu de réussir à faire top 25 après un si long arrêt. Donc, ce que je veux, c'est, je me laisse encore. J'ai 31 ans. Benjamin Choquer, il a 37 ans. Voilà, donc ça laisse quelques belles saisons, mais je me vois bien faire ça encore 3-4 saisons et essayer de progresser dans la hiérarchie. Je suis persuadé, mais vraiment sûr et certain que le top 15, il est atteignable et pourquoi pas dès cette année. C'est vraiment des petits réglages, hein, c'est des formats qui se jouent à la seconde. Hein. T'es 25e, t'es qu'à 30 secondes de la gagne, entre guillemets 30 secondes, mais potentiellement les 5 devant toi, ils sont qu'à 5 secondes. Quoi. Donc je suis sûr de pouvoir me hisser dans le top 15. Après, top 10, c'est quand même un autre niveau, comme tu l'as dit. En fait, c'est que des internationaux devant. C'est beaucoup de mecs qui ne font que ça aussi. Donc là, pour aller chercher un jackpot comme ça, il faut aussi, pourquoi pas, faire une échappée à vélo ou ce genre de choses. Après, moi, du côté de Vélo Taffer, nous, on a aussi l'ambition de vendre notre entreprise d'ici 2 à 3 ans. Et si on fait l'exit qu'on veut en termes entrepreneurial, ça me met aussi un petit peu sécure au niveau financier pendant quelques années. Donc pourquoi pas consacrer suite à la vente de la boîte 1, 2, 3 ans, 100% triathlon. Et là, on pourra parler top 10, top 5, pourquoi pas, mais pas avant. Et tu as l'intention de toujours rester sur du court, entre guillemets, avec de la division 1, ou est-ce que c'est souvent ce vers quoi tendent les triathlètes, c'est rallonger les distances et puis après aller chatouiller l'Ironman, les distances Ironman, les championnats du monde, ce genre de choses? Alors, je te pose pas la question du swimrun, par exemple, parce que j'ai compris que le swim, c'était pas trop ton truc, mais en duathlon, voire en triathlon, ou sur Ironman, la partie natatoire, elle est quand même, d'un point de vue pourcentage, elle est moins importante. Ouais, c'est une option. Après, je pense que c'était faisable il y a quelques années, mais aujourd'hui, le niveau sur le long, il est stratosphérique. Et je pense que j'ai pas le niveau à vélo pour aller jouer quelque chose. Alors, encore une fois, faire des podiums, gagner des courses à des niveaux régionaux, c'est des choses que je sais faire, mais aller courir en pro sur la belle Ironman 73, vraiment le niveau est stratosphérique. Éventuellement sur des parcours, pourquoi pas plus difficiles à vélo ou avec du dénivelé, parce que je suis un petit gabarit. Aujourd'hui, les mecs, c'est des Golgoth, ils roulent à 45, 46 de moyenne. Mais je me sens un petit peu limité. Et surtout, j'ai vraiment la particularité, entre guillemets, mon point fort en sport, c'est de pouvoir réussir à tenir un très très haut niveau d'intensité pendant 1 heure. Je peux tenir, pour se rendre compte, je peux tenir 97-98% de ma FC max vraiment très très longtemps. Mais je suis pas forcément très costaud musculairement. Et donc, en fait, sur un effort un peu plus faible, mais qui va demander d'avoir d'être très fort musculairement, je pense que je craquerai. Alors, même si ça se bosse, je pense que je craquerai. J'ai 2 expériences sur le long, tu parlais de swimrun, qui est un swimrun un petit peu long, qui faisait 3h30. Franchement, au bout de 2h30, j'étais vraiment mais en croix. Et j'ai fait un longue distance il y a 2 ans. Et j'ai sauté au bout de 60 bornes à vélo. Alors, je pense que je pourrais être pas trop mal sur long, mais pas de là à jouer des trucs en pro. Alors qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est jouer le plus haut niveau que je peux. Et je pense que le plus haut niveau que je peux jouer dans un sport, c'est en duathlon. Bon, comme tu disais, ça se travaille, hein, donc peut-être qu'on en reparlera dans 5-10 ans. Hein. J'étais un peu du même avec toi, puis finalement, j'ai fait du long, voire du très long. Mais bon, je suis un peu plus âgé aussi. Il y avait une question tout à l'heure que Charlie t'a posée sur l'accompagnement, notamment sur l'entraînement invisible. Sur l'entraînement tout court, est-ce que tu t'entraînes tout seul? Est-ce que tu gères tout seul ou est-ce que tu es accompagné par un coach? Non, j'ai un coach, j'ai un super coach d'ailleurs, et j'ai surtout un super groupe d'entraînement à Angers. Vas-y, on n'est pas à la radio, au contraire. T'as dit quoi? Je dis tu peux balancer des noms, n'hésite pas. Au contraire. C'est Stéphane Launay, et le groupe d'entraînement, c'est
ATP. Donc ATP, ça veut dire Anjou Triathlon Passion. Donc on a un groupe d'entraînement qui est affilié à aucun club sur Angers. On est une quinzaine d'athlètes. Dans le groupe, il y a un Nathan Texero qui a fait l'an dernier 5e au championnat de France de triathlon junior. Simon Lebois qui ce week-end sera en Coupe d'Europe junior. Arnaud Tesnas qui est dans le top 5 cadet, pareil, triathlon. Et on a aussi des groupes d'âge qui prennent des qualifs, tu vois, sur full, sur 73, etc. Donc on a un groupe très compétitif avec des jeunes qui sont plutôt sur la partie Grand Prix et des moins jeunes qui sont plutôt sur la partie long. Et Stéphane Launay, notre coach, gère tout ça. On a 2 séances communes ensemble, le mardi soir en course à pied et le dimanche matin à vélo. Et puis après, moi, ma façon de fonctionner, elle est un petit peu différente de certains. C'est-à-dire que moi, je mets à Steph tous les jours la dispo que j'ai pour faire du sport. Je vais sur Nolio et je lui dis, le lundi, j'ai une dispo, je sais pas, pour faire 1 heure de natation. Le mardi, j'ai une dispo pour faire 1 heure de course, 1h15 de course à pied. Et je mets toutes mes dispos comme ça. Et ensuite, lui, il remplit le contenu. Et en fait, le souci qu'ont beaucoup, c'est que des fois, le coach, il pond un plan, pas forcément en fonction de tes impondérables, etc. Et puis après, en fait, tu galères à suivre ton plan. Donc, moi, je lui indique le sport que je peux faire, le temps que j'ai pour le faire, tous les jours. Et après, lui, il travaille le contenu. C'est intéressant ça. Tu fais comment dans Nolio? Est-ce que c'est juste tu partages ton créneau à ton coach dans un message ou est-ce que vraiment tu bloques des créneaux dans Nolio et lui il remplit par rapport à ça? Dans Nolio, tu sais, tu as prévu ou réalisé dans la vue calendrier. Et dans prévu, sur le jour, tu peux faire ajouter une disponibilité. Tu peux faire ajouter un entraînement, ajouter une compétition. Il y a un truc, ajouter une disponibilité. Donc moi, je crée la disponibilité. Je mets dans la disponibilité que le sport, c'est course à pied. Et là, en gros, lui, il se connecte, il dit, OK, mon Théo, globalement, je fais toujours les mêmes semaines. Maintenant, ça se passe bien. Mais au début, ça marchait pas parce que d'un coup, il allait me dire, tiens, jeudi, il va faire 3h30 de vélo. Ouais, mais en fait, moi, le jeudi, j'ai pas la place pour faire 3h30 de vélo, tu vois. Donc, et depuis qu'on fonctionne comme ça marche très bien. Ouais, ce qui répond à une logique presque de bon sens, c'est-à-dire l'athlète donne ses dispos. À partir du moment où il en a assez, en fait, c'est au coach de venir s'impliquer dans ce modèle-là, dans ce canevas-là, plus que le contraire, de devoir recevoir les séances du coach, de devoir trouver pour l'athlète qui a déjà pas mal d'autres choses à faire, comment les caler dans une vie de famille, dans une vie pro. Bien sûr. Mais tu vois, moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, je trouve que les relations coach-entraîné sont beaucoup trop verticales. C'est-à-dire, c'est le coach, il dit tu fais ça et ensuite tu le fais. Moi, parfois, je dis au coach, écoute, là, j'estime que c'est pas assez dur. Ou là, tu peux peut-être rajouter une séance de PMA parce que je me sens bien et il va le rajouter. Ou au contraire, là, Steph, je suis détruit. Je me sens pas capable d'ajouter la séance demain. Et après, j'ai 31 ans et je fais ça. Alors même si j'ai une coupure, je me connais assez bien. Mais je trouve que ça permet d'éviter le surentraînement ou le sous-entraînement. Mais c'est vraiment pour moi, c'est un échange, ça doit être horizontal. Et il faut comprendre que votre coach, il n'a pas la science infuse et votre coach, il n'est pas dans votre corps. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus à même que votre coach de savoir comment vous êtes physiquement et ensuite d'adapter ou pas les séances. Et ça me fait à tel point plaisir que tu racontes ça et que tu remettes ça en perspective. C'est que tu as raison. Nous, chez OpenTree, c'est l'angle qu'on essaye d'avoir aussi avec les conseils et tout ce qu'on peut apporter à nos coachés. C'est que c'est fini le temps où il y avait une relation verticale, où il y avait un sachant et un exécutant, où le coach avait bardé de diplômes, voire même bardé de médailles, et il avait du coup juste une relation descendante, verticale, parfois même un peu autoritaire avec l'athlète. Non, c'est plus possible, quoi. Il faut que
pour la performance, mais aussi pour l'engagement de l'athlète, le plaisir qu'il y prend, parce qu'en l'occurrence, toi, Théo, tu as un niveau extrêmement avancé, mais on parle aussi de gens qui pratiquent au quotidien avec un niveau amateur. Et ils sont pas là pour être à l'armée, ils sont là pour être impliqués dans leur pratique, avoir envie de s'entraîner, comprendre ce qu'ils font. Et effectivement, j'imagine que à tous les niveaux, on vit bien mieux sa pratique quand elle est pensée comme ça, quoi. Ouais, bien sûr. Après, tu vois, sur un débutant qui va pas forcément connaître ses allures, ses seuils, etc., il y a aussi vachement d'accompagnement et il faut aussi comprendre son athlète. Mais en tout cas, moi, comme tu dis, qu'à un niveau avancé où je me connais extrêmement bien, je peux me permettre mais quoi qu'il arrive, le ressenti de l'athlète, il est hyper important. Et il y a pas longtemps, j'écoutais un podcast sur un entraîneur qui était bardé de diplômes, hein, doctorat, sciences de l'entraînement, data à mort, tu vois. Et le gars, il disait la meilleure data, c'est le ressenti de l'athlète, quoi. Donc même un mec, tu vois, qui était hyper science et tout, il dit à la fin, faut écouter le ressenti aussi, quoi. C'est tellement vrai, tellement vrai. Et d'ailleurs, merci Nolio, parce que ils font partie de ceux qui ont quand même pas mal, comment dire, popularisé le RPE, ce fameux ressenti d'entraînement, que ce soit en termes de charge, de difficulté, d'intensité, mais aussi de ressenti de l'athlète sur la réalisation de l'entraînement. Ouais, moi je suis hyper fan de l'outil, hein. En vrai, je l'ai découvert il y a 2 ans, parce que mon coach l'utilisait. Je savais même pas que c'était français et tout, hein. Je me dis, putain, il est génial cet outil. Puis après, j'ai vu qu'effectivement, c'était français, que c'est une petite boîte, hein, mais l'outil est hyper poussé. Ouais, je recommande. Bon, il faut écouter le podcast Devenir très plus souvent, ça fait quelques années qu'on en parle, hein. On les a déjà même reçus, les fondateurs. Ouais, bah, j'écouterai. Tu vois, il y a pas longtemps, depuis très peu de temps, je suis connecté sur LinkedIn avec le fondateur et effectivement, je pense écouter un petit peu de contenu. Donc, si vous l'avez reçu, j'écouterai avec plaisir le podcast. Bon, je t'enverrai C'est ça. vrai que en ce moment, on les entend dans presque tous les épisodes. Donc, Alexandre, François, s'il y a des choses à faire ensemble, n'hésitez pas à nous mettre un petit message si vous entendez. Mais en tout cas, ça plaît et c'est chouette d'avoir une réussite française comme celle-ci. Ouais, carrément. Et depuis peu, tu parlais du RPE, donc effectivement, il y a Nolio te demande 2 choses à l'issue de ta séance. C'est comment as-tu trouvé la dureté de la séance sur une échelle de 1 à 10, 1 étant très faible et 10 étant l'effort maximal. Donc tu réponds, mais surtout, comment tu t'es senti, quoi. Parce que si tu as fait un effort maximal en te sentant très bien, ça veut dire que globalement, tu es très fort. Et aujourd'hui, moi, ma Garmin me le demande directement sur ma montre. Je ne sais pas si vous avez sur cette mise à jour-là aussi. Donc, je le Ouais. renseigne sur ma montre à l'issue de la séance et ça se transfère direct sur Nolio. Alors qu'avant, j'avais un peu la flemme de le faire sur Nolio et maintenant, c'est direct sur la montre. C'est parfait. Ouais, ils ont interfacé ça, ben, ça fait quelques temps aussi, mais effectivement, Garmin le proposait. Ça dépend aussi du setup du sport que tu as choisi. Je ne sais pas Ok. si ça y est par défaut. Et Nolio le récupère l'info. Alors, il n'y a pas que Nolio, mais vu qu'on parle des petits Frenchies et puis Nolio, ça marche quand même super bien. Ils l'ont interfacé et du coup, ça remonte aussi en automatique dans les comptes rendus d'entraînement. Ouais, et du coup, bah, pour le coach, c'est une super data, quoi, clairement. Encore faut-il savoir bien l'utiliser. Parce que comme tu l'as dit, il y a 2 éléments à renseigner. Un, ton ressenti par rapport à l'intensité de la séance. Donc, est-ce que tu as eu l'impression de forcer ou pas avec une note de 1 à 10? Et puis, comment est-ce que tu as senti la séance au-delà de ça? Comment tu t'es senti? Parce que tu peux faire une séance super dure, mais justement t'éclater et puis là, mettre le smiley qui rigole. Ou au contraire, tu peux avoir une séance super facile et puis avoir eu du mal à la passer ou t'être ennuyé et là, pas te sentir bien. Donc, c'est vraiment ces 2 notations-là qui vont jouer aussi dans l'appréciation. Ouais, bah, carrément. Bah, en fait, si le coach propose une séance facile et que toi, tu as trouvé ça difficile, bah, c'est là qu'il y a un problème. Ouais. Et là, on va pouvoir retravailler sur le surentraînement ou le sous-entraînement dont tu as parlé tout à l'heure. Exactement. Ok. Théo, est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés que tu aurais bien voulu, dont tu aurais bien voulu qu'on parle? Non, je pense qu'on a fait un petit tour sur voilà, qu'est-ce que ma pratique du sport au quotidien,
qu'est-ce que le fait d'avoir une boîte à côté. Après, je précise aussi, et c'est hyper important, donc moi je suis hyper impliqué dans ma pratique du sport, je n'ai pas d'enfant et j'ai une super chérie qui est hyper conciliante avec ma pratique du sport. Donc en gros, j'ai très très peu de contraintes perso qui me permettent donc d'être à la fois impliqué dans ma boîte et à la fois impliqué dans mon sport. Honnêtement, ce serait pas possible si j'avais des enfants et ce serait pas possible si j'avais pas une copine aussi conciliante. Donc, je sais que les contraintes des gens qui ont une famille sont autres que les miennes et que c'est pas forcément possible de travailler autant et de s'entraîner autant, voilà. Et je l'ai remarqué, et c'est aussi le défaut, j'ai envoyé un petit tacle aux hommes, et notamment les mecs qui peuvent faire du long, etc. Tu te rends quand même vachement compte que la charge de famille repose beaucoup sur la femme pendant que monsieur s'entraîne, et du coup, ça, je trouve que c'est pas normal. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le triathlon est souvent, enfin, le triathlon, ou en tout cas le triathlon longue distance, est souvent la cause de quelques différends, voire de divorces dans les couples. C'est fou, hein. Ouais. C'est fou, Mais bon, c'est fou. les femmes sont pas en reste de problème, hein. On avait eu sur le podcast aussi quelques femmes qui n'avaient aucun problème à sourire sur le fait que pratiquer le triathlon et surtout le triathlon longue distance les avait aussi enfermées dans une sorte de difficulté en termes d'alimentation et puis de ces fameux troubles alimentaires. Et ça arrive plutôt chez les femmes. Donc il faudrait qu'on arrive à trouver l'équilibre et puis surtout à en parler aussi pour sensibiliser sur le sujet. Ouais, clairement. Bah, le sujet de l'alimentation dans le sport d'endurance chez les femmes, et plus tu vas au niveau, vraiment, plus tu as de troubles alimentaires, hein. Moi, si on en parle, j'en ai eu plus jeune, mais je crois que chez les filles, je vais pas te dire c'est généralisé, mais presque, quoi. Franchement, les cas sont hyper courants, et comme tu le disais, Charlie, tu vois, le coach un peu autoritaire qui va te faire une vanne sur ton poids ou sur le fait que tu n'es pas affûté, bah, des fois, sur des jeunes athlètes, hommes ou femmes, c'est vachement destructeur, quoi. Et là, on rebondit sur l'entraînement invisible, sur l'accompagnement éventuellement si on ne sait pas gérer ou si on sent qu'on a des soucis. Et puis, rappelons-le, hein, il y a un marqueur chez les femmes qui est super important, c'est l'aménorrhée, c'est-à-dire c'est la perte de règles. Quand vous commencez à avoir des troubles sur l'apparition de vos règles, voire les perdre, faut consulter. Et pas forcément qu'un médecin, mais voir un médecin du sport, voir un nutritionniste. Bref, c'est les petits rappels, mais je pense qu'ils sont bons à faire. Théo, on finit toujours le podcast en posant une question. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi, à ton avis, quel est ton meilleur conseil? Quel est le conseil que tu pourrais donner au Théo jeune qui passe du vélo au triathlon pour devenir triathlète? Bah, il y a un conseil que je vois chez tous les débutants, c'est entraînez-vous lentement, quoi. Franchement, je suis toujours halluciné des allures d'entraînement, des footings, des gens qui débutent, des gens qui ils valent 50 minutes au 10 bornes et ils courent leur footing en 55 minutes. Et ils disent bah ouais, mais moi j'aime pas courir à 6 au kill, ou 5 au kill. Et je dis si un athlète qui vaut 30-0 fait un footing à 5 au kill, je vois pas pourquoi toi tu pourrais pas le faire, quoi. Donc vraiment c'est un axe de progression énorme chez les débutants, c'est faire toutes les séances qui sont censées être faciles, vraiment les faire très faciles, quoi. Ouais, je rappelle sur le podcast de Nakan que je produisais avec Grégory Chenez, on avait reçu Pierre Morat, qui est quand même quelqu'un qui connaît bien le sport, et il nous partageait le fait que mince, ça y est, son nom m'échappe. Enfin, que les meilleurs mondiaux, notamment ceux qui titillent avec le record des 2 heures au marathon, faisaient quand même des courses de récup à 4,5 voire 5 minutes au kilo. Donc, comme tu le dis, hein, quand tu vaux 50 au 10, va pas faire un footing à allure 55, enfin 6 minutes au kilo, quoi. À la limite, à 6,30, 7, voire 8. Alors oui, tu as la limite de la marche, mais l'objectif, c'est justement de progresser. C'est en courant longtemps et lentement qu'on va ajuster nos seuils. Mais ça, c'est encore une autre discussion. Ouais, exact. Ouais, puis ça vaut dans tous les sports, hein, ça vaut pas que pour la course à pied, hein. Si tu as une vitesse moyenne de 25 km/h sur le vélo sur une sortie de 100 bornes, essaye pas d'aller faire des entraînements à cette allure-là, quoi. Ralentis l'allure, Puis, va venir. en général, ces gens-là se blessent après s'éloignent de la pratique du sport, donc c'est dommage, quoi. Yes. On l'a compris, respecter les allures et trust the process. La progression se fait à long terme. Ça viendra un jour et ça paiera un jour.
Exactement. Théo, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Où est-ce qu'on va te voir sur les prochaines compétitions? Donc en physique et en digital, on va dire les deux. Et en physique, rendez-vous à Saint-Grégoire le 25 mai pour la 3e manche de D1 de duathlon. Donc Saint-Grégoire, c'est la banlieue de Rennes. Enfin, c'est juste à côté. Donc moi, c'est qu'à 1h30 de route de chez moi. Donc rendez-vous pour le top 20, je l'espère. Voilà. Donc ça va vraiment être le fil rouge. Ça va être 25 mai, 3e manche D1, 15 juin, 4e manche D1, et puis après 22 juin, le triathlon de Notre. Voilà pour les objectifs. Et puis en digital, comme tout entrepreneur qui se respecte, je publie des choses sur LinkedIn. Non, je rigole, mais voilà, sur LinkedIn. Et sinon, je publie pas mal de choses sur Strava. Moi, je publie toutes mes données, toutes mes séances, tous mes intervalles. Et j'aimerais que les gens le fassent plus parce que voir un course à pied le midi, 10 bornes, 4,30 au kill, où tu sais pas ce que le gars a fait, je vois pas l'intérêt de suivre quelqu'un qui fait ça. Par contre, partager tous ces laps, ce que tu as fait, ton ressenti. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire sur Strava. Ça marche, on est de la même super veine. intéressant. Génial. De toute façon, on mettra le lien de ton profil Strava, comme ça, ceux qui veulent s'en inspirer, allez voir, n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas aussi à revenir une fois que vous publiez vos séances, alors que ce soit en automatique ou à la main, à mettre un petit mot d'explication aussi. C'est sympa, comme tu le dis, run du midi, run du matin, run du soir, séance de natation, séance de vélo. Bon, ok, mais expliquez un petit peu. Voilà, ça peut être sympa. Grave. Puis maintenant, en plus, sur Strava, on peut publier. Enfin, on pouvait déjà, mais on peut aussi intégrer des liens. Donc, jouons aussi avec le côté réseau social de Strava, pas qu'à faire. Ouais, carrément. Moi, c'est un super réseau, mais je suis. Même je vais gratter de l'info chez les concurrents, je vais voir leur fréquence cardiaque, tout ça. J'aime bien. Ça peut être aussi un bon outil de temps en temps pour aller trouver des copains ou des copines d'entraînement quand on se déplace. C'est sympa aussi, aller regarder des séances dans des coins et puis regarder qui est-ce qui tourne autour et puis prenez contact, ça peut être sympa. Ouais, carrément. Super. Écoute Théo, merci beaucoup pour tous ces échanges, pour toutes ces infos qui vont pouvoir servir aussi bien à nos auditrices et auditeurs amateurs que ceux qui tournent avec toi. En même temps, ceux qui tournent sur le Grand Prix de D1, je pense que vous connaissez tous, vous échangez au quotidien. En tout cas sur les courses. Ouais, c'est un petit monde. Ouais. Merci Théo d'être venu et d'avoir partagé tout ça. C'était hyper transparent et puis j'espère inspirant pour les gens qui vont nous écouter. Ouais, ça marche. Allez, salut. Ciao. Salut Théo.